Bienvenue sur le campus Amérique, donc un campus qui traite de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais également de l'Amérique du Nord. Donc pour ma part, je suis Arthur Gouin, responsable adjoint Amérique latine et Caraïbes pour BPI France, basé au Mexique. Et donc aujourd'hui, pour traiter ce joli sujet du troisième mandat de Lula, j'ai avec moi un panel d'experts de grande qualité que je vais me permettre d'introduire avant de leur laisser la parole. Donc Charles-Henri Chenu, donc diplômé d'une maîtrise en droit des affaires de l'université Panthéon-Assas. Vous êtes aujourd'hui donc avocat mais également consul honoraire du Brésil en France et directeur de la commission des CCEF pour l'Amérique latine. Donc Charles-Henri, bienvenue, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Adriana, vous êtes économiste et responsable risque pays chez BPI France pour notamment l'Amérique latine. Bienvenue également, merci beaucoup. Nasser, donc directeur Brésil et Amérique latine pour Business France, après avoir eu beaucoup de postes sur la région, au Mexique notamment, en Espagne, au Portugal. Merci également. Et monsieur Jean-Yves Berton, donc, le directeur général de l'entreprise GreenTech, qui est implantée au Brésil depuis quelques temps maintenant, qui nous fera part d'un témoignage et pourra répondre à vos questions si vous en avez. Donc le Brésil, comme vous le savez, donc, énorme puissance émergente, avec un potentiel depuis de nombreuses années, de nombreux défis également. Donc Lula a été réélu il y a quelques mois de ça, donc avec beaucoup d'attentes, un personnage controversé, adoré par certains, détesté par d'autres. Qu'est-ce qu'on peut, Charles-Henri, en penser aujourd'hui? Quelles est, selon vous, les attentes de ce retour au pouvoir de Lula? Comment se place la relation bilatérale France-Brésil? Dans quel sens va-t-elle aller? À quel horizon? Que peut-on en espérer? Alors, bonjour à tous. L'idée est d'essayer de projeter ce Brésil dans ce nouvel horizon international. Alors, pour comprendre la politique étrangère brésilienne, il faut partir de l'article 4 de la Constitution qui pose les principes fondateurs de la relation extérieure brésilienne. Dans cet article 4 de la Constitution, il y a 4 idées majeures. D'abord, c'est l'indépendance du pays. Ensuite, c'est la non-ingérence dans les affaires extérieures. Troisièmement, c'est une autodétermination des peuples. Et le quatrième point que le Brésil veut poursuivre, c'est une défense de la paix et une recherche des solutions pacifiques. C'est exactement ce qu'a fait Lula finalement dans son premier mandat et dans son second mandat en 2002 et en 2006. Et ça a conduit, on verra que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ça a conduit à un non-alignement du Brésil dans un cadre multilatéral. Et donc, il y a eu de nombreuses signatures de traités internationaux, de traités stratégiques et de traités commerciaux du Brésil. On a assisté à une perte de cette dynamique internationale du Brésil et jusqu'à un total délitement en raison de la crise financière internationale en 2008, des affaires du lavajato et puis de l'avènement de Bolsonaro. Alors, Lula, troisième mandat, 2022. Quelle est la position de ce Brésil à l'international? D'abord, c'est déchirer de manière absolue ce qu'a pu écrire le gouvernement Bolsonaro de manière antérieure. Donc on assiste à une diplomatie hyperactive, activiste même du Brésil à l'international, aussi visible que brutale. On le voit dans les rapports bilatéraux immédiats que le Brésil a voulu avoir avec Cuba et Venezuela, avec un certain étonnement pour nous. On le voit aussi dans les relations régionales, avec ces rapports CELAC, les fameux réunions régionales. Et puis on l'a vu aussi, d'un point de vue plus international, avec le G20. L'idée de Lula est de réaffirmer le poids du Brésil, de reprendre le leadership en Amérique latine et de réinsérer le Brésil dans un espace géopolitique où il avait complètement disparu. Et puis, 3 mantras qui sont finalement, qui émanent de cet article 4 dont je parlais à titre liminaire. D'abord, un non-alignement du Brésil. Ensuite, une souveraineté du pays. Et enfin, ce que poursuit le Brésil aujourd'hui, avoir le leadership dans le pays du Sud. Alors, comment on positionne ça? Est-ce que finalement, ça résout, cette politique brésilienne internationale, résout les difficultés de Lula aujourd'hui? Pas vraiment. D'un point de vue national, il y a 3 grandes difficultés. La première, c'est la composition de son gouvernement. Gouvernement assez hétéroclite, avec des personnalités relativement antagonistes, fortes, et donc un gouvernement difficile à gérer. Ensuite, vous avez un parlement brésilien qui n'est pas du tout acquis à la cause de Lula. On a vu qu'il n'avait pas la majorité absolue et que certaines lois avaient été votées dernièrement au Brésil, au Congrès, contre la volonté présidentielle, des lois environnement. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'à l'issue de cette élection, le Brésil est divisé, brutalement divisé, entre les lulistes, les bolsonaristes, comme on ne l'a jamais finalement connu. Donc une cohésion nationale, une cohésion fédérale est difficile pour Lula. Et puis il faut aussi
voir que Lula est très abordé avec une assez forte véhémence de la part de ses partenaires latino-américains, régionaux, qui lui disent « Camarade, tu viens nous rejoindre et on va faire une politique de gauche, une politique sociale, une politique de non-alignement. » Il est assez tenté de poursuivre ça. Vous avez de l'autre côté le bloc qu'on pourrait qualifier d'Atlantique, les États-Unis et l'Europe qui disent « Ah mais c'est génial, le Brésil revient à nous, il faut poursuivre une politique libérale et une politique d'alignement. » Et vous comprenez bien que c'est très compliqué pour Lula. Et aujourd'hui, le point d'orgue, c'est l'Ukraine. Vous avez la Chine qui a vassalisé la Russie, qui a attaqué l'Ukraine. N'oubliez pas que le premier partenaire du Brésil, c'est la Chine. Et Lula a été voir les Chinois. Lula tend la main aux Chinois. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui poussent l'Europe pour arrêter cette guerre en Ukraine. Et la France, par exemple, qui dit à Lula, mais c'est super, on va faire l'année du Brésil en France en 2025. Donc vous voyez bien que Lula est pris entre le marteau et l'enclume. Sa marge de manœuvre est extrêmement ténue. Et quoi qu'il fasse, il va décevoir un des camps. Alors ça, c'est pour vous poser un cadre un peu tendancieux de la politique brésilienne internationale. Je voudrais juste conclure sur le rapport bilatéral franco-brésilien. On sort d'une époque d'une noirceur absolue, d'une opacité totale dans le rapport France-Brésil avec Macron, Bolsonaro. Donc aujourd'hui, on est dans une euphorie, peut-être un peu exagérée, un peu exacerbée dans le rapport bilatéral. Tant mieux, profitons de ce moment. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un réengagement de la France fort politiquement, économiquement et académiquement au Brésil. Académiquement, je prends l'exemple de l'Institut Pasteur qui s'est créé, le CNRS va y partir. Donc il y a un fort réengagement de la France au Brésil. Profitons de cela, ça profite aussi à l'Amérique latine. Des visites ministérielles françaises, comme on n'en a jamais eu, la prévision d'une visite présidentielle. Donc le momentum aujourd'hui français au Brésil est excellent et favorable à nos investissements et à accroître les actions de la communauté française d'affaires qui est très forte au Brésil, qui y travaille très bien et qui a besoin de vous pour amplifier son action. Merci Charles-Henri, donc un nouveau mandat placé sous le signe de l'espérance, on comprend bien pour la France. Effectivement, il y a eu aussi le sommet de l'Amazonie en août dernier, la prochaine COP qui devrait se tenir à Belém, donc on voit que le Brésil est au centre des débats. Adriana, je me tourne vers vous maintenant concernant d'un point de vue plus économique, quels impacts sur les principaux indicateurs macroéconomiques a eu le retour de Lula, quelles sont les réformes potentielles et la feuille de route du gouvernement en termes de réformes fiscales, administratives, économiques dans les prochains mois et prochaines années. Merci. Bonjour à tous. Donc je dirais, comme dirait Charles-Henri, qu'on peut parler d'un vent d'optimisme de les relations avec la France et le Brésil. Et cela s'est accompagné également par un dynamisme de l'activité économique. Actuellement, on est sous des prévisions de croissance pour le Brésil supérieures à 3%. En début d'année, les prévisions de croissance étaient inférieures à moins d'1%. Donc, plusieurs facteurs expliquent ce dynamisme de l'activité au Brésil et qui, là, pour les coups, n'a rien à voir avec l'arrivée du gouvernement Lula. Il y a d'une part donc, les performances du secteur agricole avec des récoltes exceptionnelles, plus de 300 millions de tonnes de grains, du soja en particulier. Un deuxième facteur, c'est le repli de l'inflation, comme vous pouvez voir ici dans ces graphiques du milieu, c'est la ligne bleue. Et ces replis de l'inflation s'est accompagné par une amélioration du marché de l'emploi avec une baisse du taux de chômage, ce qui a favorisé la consommation des ménages, qui a aussi été soutenue par des mesures budgétaires. Et là, je pense notamment aux allocations, à la hausse des allocations sociales versées aux familles les plus vulnérables. Pour 2024, on est aussi sur des perspectives de croissance plutôt bien orientées à ces stades, à 2%, mais cela pourrait être revu à la hausse, lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur important, c'est qu'on s'attend à une poursuite de l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale, donc avec une baisse du taux directeur, les Selic, qui a déjà commencé cette année, donc on mois d'août, mais dont les effets sur l'économie, notamment en matière de crédit, ne seront visibles qu'à l'année prochaine, puisqu'il y a toujours un délai. Du point de vue de la consommation, il y a aussi les programmes de restructuration de la dette des personnes physiques, qui s'appelle le Desenrola Brasil. Et donc, ça va permettre à quelques millions de Brésiliens de sortir de la liste des mauvais payeurs. Donc, des millions de Brésiliens qui vont pouvoir de nouveau consommer, aller dans un magasin, acheter son électroménager, son frigo et pouvoir payer à crédit. Et un autre point également, c'est du coup les programmes d'investissement qu'a lancé le gouvernement, le PAC, qui prévoit des investissements à hauteur de 240 milliards de BRL d'investissement en infrastructure.
Un autre point important à souligner également, qui va favoriser la croissance du Brésil à plus de moyen long terme, c'est notamment cet élan des réformes qui avait déjà été entrepris par le précédent gouvernement et qui se poursuit actuellement. Et là, je pense notamment à la réforme fiscale qui va notamment favoriser l'environnement des affaires des entreprises, puisqu'aujourd'hui, c'est très complexe au Brésil, ça va réduire la complexité. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous achetez un produit à Rio, par exemple, vous allez probablement ne pas payer la même taxe, même si vous achetez le même produit dans un autre État au Brésil. Donc ça, c'est l'objectif. La base de cette réforme, donc, c'est la simplification. Et il s'agit notamment de la création en fait d'une taxe sur la valeur ajoutée, une IVA, qui va regrouper donc 5 impôts actuellement en vigueur au Brésil. Donc en jaune, vous avez les impôts qui sont prélevés par l'État fédéral et en orange, c'est les impôts qui sont prélevés au niveau des États et des municipalités. Donc a priori, c'est en cours d'étude au Sénat, donc a priori, la taxe sur la valeur ajoutée serait de 25%. Tout ce qui est lié à transport, certains types de médicaments auront un taux d'IVA un peu plus faible. Et certains produits de la consommation courante des Brésiliens, comme les riz haricots, ne seraient pas taxés. Donc ça va créer un environnement d'affaires nettement plus favorable pour les entreprises. Et je voulais dire que malgré toute la complexité qu'il y a aujourd'hui pour faire du business au Brésil, on note quand même que c'est une destination privilégiée des investissements directs étrangers, comme indiqué ici dans ces graphiques. Donc le Brésil a été le sixième pays au monde qui a le plus reçu d'investissements directs étrangers. Donc avec 86 milliards de dollars l'année dernière, c'est plus que 2 fois ce qu'a reçu la France l'année dernière, donc à titre d'illustration. Et je pense aussi qu'il faut rappeler qu'effectivement, le gouvernement là aura une politique nettement plus pro-climat de protection de l'Amazonie. Et ça aussi, c'est un facteur important pour attirer les investissements au Brésil parce que les investisseurs sont de plus en plus regardants sur ces aspects-là, puisque eux aussi, ils ont des obligations, notamment en matière de bilan carbone. Et enfin, je pense aussi que le Brésil il offre des immenses opportunités, notamment dans ce secteur des énergies renouvelables. Et nous verrons un peu plus en détail par la suite de cette présentation. Merci. Merci Adriana. Et j'en profite même pour aller plus loin. Effectivement, le Brésil attire énormément d'IDE, était très attractif. Mais l'Amérique latine, en règle générale, en 2022, a constitué la région du monde qui a reçu le plus d'IDE, avec une augmentation de 54%, à la différence ou l'inverse de l'Europe, l'Asie ou l'Afrique, qui ont stagné ou même reculé. Donc c'est un phénomène qu'on peut même dupliquer à l'échelle régionale. J'en viens à vous, Nasser, donc directeur Brésil et Amérique latine pour Business France, au contact quotidien d'entreprises, d'entrepreneurs français souhaitant s'y développer. Qu'est-ce que vous observez depuis quelques mois? Quelles sont les tendances, et notamment dans le secteur de la transition énergétique et écologique? Quels sont un petit peu vos retours et votre avis sur la question? Merci, bonjour à tous. Adriana a utilisé un mot, elle l'a répété 2 fois. Elle a parlé de complexité. Elle a dit ça pour la réforme fiscale, enfin l'amélioration, mais elle a dit complexité. Souvent, on associe le Brésil à la complexité, ce qui est en partie vrai, mais j'aime bien simplifier les choses. Donc souvent on me dit, mais toi qui es au Brésil, et nous, notre idée, c'est que plus d'entreprises se développent commercialement, s'installent sur un marché comme le Brésil, même si j'ai aussi l'Amérique latine, mais je vois bien les différences entre les différents pays en termes d'ouverture commerciale. Et j'ai trouvé une formule que j'aime bien répéter, même si on peut l'utiliser pour tous les pays d'Amérique latine quasiment. Le Brésil, c'est un triptyque. Le Brésil, c'est d'abord des villes. C'est d'abord des consommateurs et c'est d'abord de la matière première. Après, il ne faut pas rester sur cette image-là, mais partez sur cette idée-là et après vous développez. C'est des villes avec un taux d'urbanisation, c'est entre 80 et 90% d'urbanisation au Brésil. Il y a presque des déserts au Brésil, on va dire, c'est assez spécifique. Ça veut dire que vous avez une quantité de grandes villes à plus d'1 million d'habitants, donc des villes avec des projets de transition, de développement durable, de transport intelligent, etc. Donc là, on voit que cette problématique de ce taux de réaction n'est pas une problématique, mais plutôt une opportunité pour nos entreprises. Le Brésil, c'est des consommateurs. 214, 215 millions de personnes. On a 80% de la population a accès à Internet. On a 25 licornes au Brésil, autant que la France. Beaucoup sont dans les fintech. La première banque dans les fintech au monde est brésilienne. Ça s'appelle Nubank, si ça vous intéresse. Donc, explosion du e-commerce, consommateur. Et le dernier point, des matières premières. Le Brésil, c'est des ressources agricoles, c'est des ressources énergétiques, c'est
des stratégies qu'on voit sur l'hydrogène, c'est des minéraux stratégiques aussi, etc. Donc des ENR. Donc c'est les 3 axes, j'allais dire, qu'il faut développer et montrer que ce n'est pas que ça, mais à la base c'est ça. Et donc ça nous donne, sur la transition énergétique et sur le climat, des opportunités. Enfin, le Brésil ne nous a pas attendu pour faire sa transition énergétique. Si vous ne connaissez pas le Brésil, sa matrice électrique, elle est renouvelable à 85%. Et sa matrice énergétique à 48%. Dans le monde, c'est à peu près une moyenne de 15-20% sur la matrice énergétique. La part des renouvelables, tels que le solaire et l'éolien, ne font que croître en fait, depuis quelques années. Et ça se consolide et on a énormément d'acteurs français présents, que je peux citer très rapidement, mais Voltalia, Engie, EDF Renouvelables, Elexia, etc., très présents. Par ailleurs, sur l'hydrogène, je l'ai évoqué, le Brésil est attendu comme le pays de l'hydrogène bas carbone le plus compétitif au monde. Bon, premièrement, parce qu'il y a des disponibilités de renouvelables déjà installées au Brésil. Quelque chose qu'on aimerait bien, en tout cas, essayer d'imiter. Les Allemands ont pénétré dans cette opportunité. Ils ont établi une stratégie d'importation de l'hydrogène renouvelable du Brésil vers le vieux continent. Ils travaillent déjà dessus. Donc, même si des entreprises françaises sont entrées s'engouffrent dans ces opportunités, c'est intéressant à noter. L'éolien, très présent surtout dans le nord-est. Enfin, le Brésil, c'est presque simple, j'allais dire. C'est l'éolien, il est tout dans le nord-est, et la consommation est dans le sud-est. Après, bon, il y a de la transmission, mais je veux dire, c'est comme ça. De toute façon, la richesse du Brésil, les 2 tiers, c'est dans le sud-est, pour ne pas dire plus. Le développement de l'éolien en mer est également dans la feuille de route du nouveau gouvernement. Et ça risque, pour l'instant, et moi j'aime bien ces niches, et ça risque de substituer à terme les générateurs diesel des plateformes pétrolières. Donc vous voyez bien qu'il y a des groupes qui sont des énergéticiens qui vont aller chercher peut-être du renouvelable aussi sur des thèmes un peu compliqués. Bon, et les biocarburants, le Brésil est un leader dans ce domaine-là, l'éthanol, le biodiesel, c'est vraiment aussi dans la feuille de route. Preuve en est, on n'a pas parlé du G20, mais le prochain G20 aura lieu à Rio l'année prochaine. Et le Brésil a adhéré à une nouvelle organisation qui s'appelle pour le biocarburant lors du G20 en Inde. Donc c'est intéressant de savoir que le Brésil s'est déjà positionné énormément. Sur le climat, et je ferai le pont avec l'entreprise GreenTech, la décarbonation de l'Amazonie est intéressante. On voit que sur des zones assez isolées, décentralisées, il y a une grosse consommation de diesel. Et justement, avec le fonds Amazonie, au Fundo Amazonia, il y a plein de financements qui vont permettre de produire de l'électricité sur ces zones de décentralisées, mais avec du renouvelable. Donc, c'est des opportunités aussi pour les entreprises françaises sur des systèmes, on va dire, hybrides et isolés. Il y a des acteurs français qui se positionnent. Avant-dernier point sur la bourse verte, le Brésil a créé la toute première bourse mondiale des crédits carbone. C'est la bourse brésilienne des crédits carbone. Alors ça va permettre, de sécuriser l'environnement de l'achat et de vente de crédits carbone, et ça va permettre de faire des transactions. On parle pour l'instant de l'ordre de 12 milliards de reais, ce qui est à peu près 2,25 milliards d'euros de transactions qui se feraient sur cette nouvelle bourse que le Brésil a créée. Et je terminerai par le dernier point, le développement de la bioéconomie. Très important. On voit que le développement durable des actifs de la forêt amazonienne est très important parce que ça va garantir à la fois sa préservation, mais aussi des revenus réguliers pour une certaine population, travaillant avec certains actifs de l'Amazonie. Et ça devient indispensable pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou encore agroalimentaire. Et là, sans faire de transition, puisque tu la feras, Adrien, on a un acteur français qui travaille sur cette bioéconomie et qui va vous expliquer ce qu'il fait au Brésil. Jean-Yves. Bon, merci pour cette transition. Alors, GreenTech, en quelques mots, comme son nom l'indique, c'est vert et c'est technologique. Vert parce qu'on a fêté nos 31 ans dimanche dernier, juste pour information. On travaille à partir du végétal, notamment, ça c'est le départ, végétal pour créer des ingrédients actifs pour différents domaines d'activité que sont l'agronomie, l'agroécologie, donc la biofertilisation, les produits de biocontrôle, tout ce qui est aussi, on en a parlé tout à l'heure, Nasser en a parlé, la cosmétique et la santé, l'industrie pharmaceutique.
La nutrition animale et nutrition humaine, et puis aussi l'environnement avec le traitement d'effluents, le compostage. Traitement d'effluents veut dire aussi préservation de l'eau potable, et on revient à l'agronomie, puisque avec cette eau grise qu'on produit, on peut faire de l'irrigation pour tout ce qui est culture, mais aussi espace vert des collectivités. Alors, il y a plusieurs sociétés. On a GreenTech, GreenCell et GreenSea dans le végétal, la biotechnologie, bactéries, levures, champignons, et puis aussi les algues et les microalgues. Mais on exporte beaucoup, 60% du chiffre, avec différentes filiales à l'étranger. Et le Brésil, comme on l'a dit, le Brésil dans la Constitution, donc pays assez autonome, indépendant, etc., et qui est fier de son identité brésilienne. Et quand on voit le Brésil, ben en gros c'est l'Europe en taille, le Brésil, et même en population d'ailleurs, le Brésil donc, a beaucoup de potentiel. On avait un distributeur qui fonctionnait plus ou moins bien, et donc la question, comme on était déjà aux États-Unis, en Allemagne, je dis le Brésil c'est évident, donc il faut aller au Brésil parce qu'il y a de la matière première, parce qu'il y a de la consommation avec toute cette population. Il y a des technologies aussi, et ça on le découvre tous les jours. Nasser en a parlé en disant qu'il ne faut pas négliger le Brésil parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de domaines. Et quand on parle d'agroécologie, d'ailleurs, j'ai visité dernièrement une ferme de 50 000 hectares, je ne sais pas si vous voyez, en Beauce, c'est en gros 500 hectares, 800 hectares. Là, c'est 50 000 avec du soja depuis des années. Et ils font déjà de l'agroécologie puisqu'ils introduisent des micro-organismes dans les sols. Ils ont leur propre 50 000 hectares. Vous imaginez, ils n'achèteront pas chez nous. Ils ont déjà leur propre fermenteur. Ils produisent leurs micro-organismes et ils le mettent dans les champs. Alors après, donc, se dit on va s'installer. Alors pour l'installation, il y avait plusieurs possibilités. Un Français me dit ouais, tiens, viens avec nous. On est à Natal. Natal, c'est dans le nord-est, donc une région assez vantée. Si vous voulez faire du skysurf, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, il y a de la matière première aussi. Bon, Belém, c'est aux portes de l'Amazonie, sur le bord de l'Amazone. Et donc là aussi, pourquoi pas. Mais tout ça est très loin en fait de nos clients. Donc nous, on a les matières premières. On a un souci, c'est que nos matières premières viennent du Brésil. Et tout ce qui est consommé en matières premières, même par tout le groupe, qui vient du Brésil, est produit au Brésil. Par contre, on a les consommateurs, et c'est quand même les premiers qu'on vise brésiliens, et eux, ils sont, comme on l'a dit, plutôt dans le sud et pas dans le nord. Et entre les deux, ben, vous avez des taxes différentes. Charles-Henri en a parlé, des taxes différentes. Et ces taxes, en fait, c'est assez complexe. On a du transport aussi, beaucoup de transport, qui vient par les camions, c'est du transport routier principalement. Donc on va au nord. Alors il y a une taxation qui est beaucoup plus faible forcément dans le nord, puisqu'il y a un encouragement à s'installer dans le nord que dans le sud. Sauf que nous, après, on va dans le sud, et là, on se prend toutes les taxes. Donc on s'est installé en fait à São Paulo, exactement, on est à Diadema, qui est dans la banlieue. Quand vous êtes à Diadema, en gros, c'est São Paulo, c'est une ville qui se tient. Et tout va bien. On a acheté donc on a créé GreenTech Brésil, et puis ensuite on a racheté une société. Alors on a parlé un peu de l'inflation tout de suite. L'inflation à cette époque-là, puisqu'on est là-bas depuis 2015 pour GreenTech Brésil, 2016 on rachète une entreprise. Pourquoi ? Assez facilement. Parce que l'inflation était autour de 20%, voire 25%. Donc quand on arrive en disant ben moi je vous rachète, j'emmène de l'argent, etc., forcément c'est moins cher. Ils perdent une partie, mais c'est moins cher que d'aller à la banque. Et puis donc c'est ce que l'on fait, et on rachète une entreprise qui est installée. On avait le choix entre Natal, encore une fois, Rio et São Paulo, et on a acheté à São Paulo. Et puis là on déménage et on construit une belle usine. Tellement belle que la presse est venue, les clients sont venus, tout le monde en a parlé. Et là, c'est là qu'on voit la complexité brésilienne. On nous tombe dessus, et j'ai un Français qui est directeur là-bas qui m'appelle un peu, très paniqué d'ailleurs, en me disant il nous ferme l'usine. Ah, pourquoi ? En gros, parce que le micro, au lieu d'être noir, il était blanc, et qu'il faut un micro noir, enfin un mot blanc. Et donc, ils nous ferment l'usine. Je dis, ils ne peuvent pas fermer l'usine pour ça, c'est pas possible. Si, là, maintenant, il faut... Bon. Donc vous comprenez qu'il peut y avoir aussi quelques arrangements. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette affaire-là, parce qu'une fois que vous faites un petit arrangement, ça finit par un grand arrangement, et ça, on ne veut pas.
Donc ça a pris un petit peu de temps et voilà, et depuis 2 ans, on remonte la pente. C'est-à-dire que de la fermeture de l'usine qui a duré réellement 3 mois, ça s'est remis en place petit à petit. Et la complexité fait que, voilà, Damien, puisque c'est son prénom, me dit c'est bon, on peut reproduire. Et puis après, 3 mois plus tard, il me dit bon, ben là, on a encore un truc parce qu'il faut faire. Mais je crois que c'était fini. Ah ben non, non, parce qu'il y a encore, un peu comme les taxes, il y a différentes administrations qui arrivent, puisqu'il se passe le mot. Et voilà, et en gros, tous les 6 mois, il y a un truc à refaire, etc. etc. Là, je crois qu'on est sorti du tunnel. On a un avocat, donc on n'est pas allé voir Charles-Henri, mais bon, peut-être un jour, un avocat qui nous a bien aidé là-dessus, et on s'en est sorti. Ce que je voulais dire par cet exemple, c'est que le Brésil est une terre, effectivement, d'opportunités. Il y a plein de choses à faire. Vous avez vu nos métiers différents. Donc forcément, voilà, on peut attaquer sur différents domaines, mais qu'en face, il y a beaucoup de complexité, à la fois dans l'administration, à la fois, on en a parlé pour le gouvernement qui change du tout au tout. Hein. On a commencé par Lula, on a pris Bolsonaro. Enfin, c'était pas Lula d'ailleurs, c'était voilà, sa collègue. Et puis ensuite, maintenant, on a Lula à nouveau. Donc tout ça, il faut naviguer dessus. Comme on achète des matières premières locales, eh bien, on travaille avec ce qu'ils appellent la communauté. Et même sous Bolsonaro, c'était quand même assez puissant. C'est-à-dire que c'est une source pour eux de revenus. Vous devez reverser. On achète, c'est comme si chez nous, vous allez dans un village, vous achetez du blé. N'empêche qu'il faut reverser un petit peu plus pour aider le village. Et là, c'est exactement ça. Soit vous versez de l'argent et on ne sait pas où ça va, soit vous aidez les communautés en montant une école, en faisant des... On a fait des trucs en ophtalmo, par exemple, avec les lunettes, etc. On a aidé beaucoup de communautés. Donc tout ça, et qu'on soit brésilien ou français, c'est pareil. On passe, donc ça ne sert à rien d'aller là-bas pour éviter les... à la limite, on est encore peut-être plus visible en étant brésilien. Donc voilà, beaucoup de complexité. Mais on finit par s'en sortir. On dit que quand on reste 5 ans au Brésil, finalement, on s'est sorti de l'auberge. Donc nous, ça fait, si vous avez compté, 7 ans. On n'est pas encore totalement sorti de l'auberge, mais enfin bon, on voit un peu le bout du tunnel. Donc voilà. Je crois que c'est 0, donc il faut que j'arrête. Si vous avez des questions. Merci, j'aurais juste une petite phrase de Nasser. Je voulais juste rebondir, parce qu'on se regardait avec Charles-Henri. On a parlé de complexité, et nous, on est là pour décomplexer ou en tout cas pousser les gens, faire passer un message positif. Il y a une réalité, mais le Brésil est un pays d'opportunité, mais il faut être accompagné. D'accord ? Il faut être accompagné par des professionnels, des CCEF, des juristes, des fiscalistes, ce qu'on appelle, nous, la Team France Export au Brésil, tous nos partenaires autour de Business France. Nous, après, il faut vraiment qu'ils soient accompagnés. Si vous êtes bien accompagné, vous en sortez. Si vous n'êtes pas bien accompagné, c'est un univers où il faut connaître un peu le terrain. Donc, un bon accompagnement par les personnes qu'il faut, et vous avez une terre et un marché surtout continental. Et pour compléter très rapidement, effectivement, être bien accompagné par tous les acteurs, donc les CCEF, Business France, BPI France également, si vous avez des projets, je ne sais pas quelle est la typologie de l'auditoire, des projets d'investissement, d'ouverture de filiales, de financement de contrats, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Il y a des équipes qui sont donc partout dans le monde, mais également sur l'Amérique latine, qui couvrent le Brésil et qui pourront vous accompagner sur de la prospection avec Business France, sur des rendez-vous avec des acteurs potentiels, mais également sur la sécurisation d'investissement ou du financement à proposer à des acheteurs brésiliens, ce qui peut faire pencher la balance, on va dire, sur le côté français quand ils ont le choix entre différents pays pour acheter certaines technologies. On n'a malheureusement plus le temps pour des questions-réponses, mais je vous invite à venir les voir pour leur poser des questions en direct. Et je vous remercie pour votre présence.